Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Dans cette vidéo, on va voir ce que pensent les Français des Américains, quels sont les stéréotypes qu'ils ont, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc je vais commencer par les stéréotypes plutôt positifs, les opinions positives que j'ai, et vous trouverez en fin de vidéo les stéréotypes négatifs. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le PDF qui contient tout le vocabulaire et les expressions utilisées dans cette vidéo. Il y a même un petit quiz à la fin, vous trouverez le lien en description. Dans cette vidéo, je vais partager moi aussi les stéréotypes que j'ai sur les États-Unis et les Américains. Et j'ai aussi demandé à Diane de la chaîne We in France de participer à cette vidéo. Bonjour tout le monde et merci Elisa pour l'opportunité de collaborer aujourd'hui, c'est cool. Tout d'abord, je précise que tout ce que je dis reflète juste mon opinion qui est basée sur mes propres expériences. J'ai grandi dans le New Jersey, aux États-Unis, c'est juste à côté de New York et je vis en France depuis 2012. Les stéréotypes, c'est parfois amusant, mais je pense que c'est quand même important de rester le plus respectueux possible des cultures de chacun. C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir son point de vue et qu'elle puisse nuancer ce qu'on allait dire. Deuxième chose à savoir avant qu'on commence vraiment cette fois, je ne suis personnellement jamais allée aux États-Unis. J'ai fait une fois une escale dans un aéroport, donc je ne connais pas la culture parce que je n'y ai pas vécu, je n'y ai pas voyagé. Tout ce que j'ai appris dans mon cas, c'est à travers les médias, les réseaux sociaux, les films, les séries, la musique, etc. Parce que l'influence des États-Unis dans le divertissement est très grande. Donc c'est à travers ça que vous allez avoir mon point de vue. Je vais essayer de commencer par les stéréotypes positifs que j'ai sur les États-Unis. Le premier, c'est sur les lycées. En France, on est biberonné de séries américaines, c'est-à-dire qu'on grandit avec les séries américaines. Et il y a beaucoup de séries pour adolescents qui se passent dans des lycées. Donc, l'image du lycée américain que j'ai, c'est que déjà, il y a beaucoup de couloirs avec plein de casiers. Ça, c'est la première chose. Et quand moi, je suis rentrée au collège quand j'avais 11 ans, et que j'ai découvert que dans mon collège, il n'y avait pas ces casiers que j'avais vus toute mon enfance dans les séries, j'ai été très déçue. Okay. Concernant les lycées, c'est sûr que l'expérience dans le lycéen aux États-Unis est assez différente de celle dans le lycéen en France. Ce n'est pas la même chose. Bon, les choses qu'on voit dans les séries sont assez vraies, ça c'est vrai. Les couloirs avec les casiers, les choses comme ça. À partir du collège, j'ai toujours eu un casier personnel pour ranger mes affaires comme mon manteau, mes livres, les choses comme ça, mon sac à dos. Et oui, c'est vrai aussi qu'on a des bals de fin d'année comme on voit dans les séries, les fameux prom. Après, les séries sont faites pour le divertissement et donc c'est toujours un petit peu exagéré. Dans les séries, on montre surtout des bons lycées et ça peut donner l'impression que tous les lycéens américains vont dans des beaux lycées privés. Alors, ce n'est pas du tout le cas. C'est aussi important de souligner que le pays est très grand et qu'il y a donc beaucoup de lycées différents et que l'environnement joue beaucoup. Il y a les villes, la campagne, les quartiers riches, les quartiers pauvres et les choses comme ça compte. La deuxième chose que j'imagine sur les lycées américains, c'est qu'il y a un peu des clubs de tout, des clubs de théâtre, de danse, de technologie, un peu comme dans Stranger Things. En gros, il y a plein d'activités qui sont organisées par le lycée et qu'on peut tout faire à un haut niveau, du sport, de la danse, chanter, il y a des chorales, etc. Et ça,
c'est très différent de ce qu'on retrouve dans les lycées ou les collèges français. On a beaucoup moins d'activités et à un niveau beaucoup moins intense. Et ça, c'est vrai. Pas tous les lycées ont la même chose, ok? Mais par exemple, dans mon cas, à New Jersey, mon lycée avait une fanfare, beaucoup d'équipes de sport comme le foot américain, le basket, le tennis, la lutte, mais aussi des clubs de débat, de théâtre, de photos, etc. Et ça, c'est des activités proposées gratuitement et qui permettent de créer un sentiment de communauté au lycée. Aux États-Unis, je dirais que les cours se focalisent sur des théories, bien sûr, mais aussi sur l'aspect social et la découverte des intérêts en dehors des matières traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié aux États-Unis. Le deuxième stéréotype positif que j'ai sur les Américains, plutôt cette fois-ci, c'est que c'est une population de personnes extraverties. J'ai cette image que ce sont des gens qui sont très enthousiastes de tout, qui parlent facilement. Alors peut-être que ça a un côté aussi un peu superficiel d'un point de vue français. On imagine que parce que tout le monde va parler facilement, il n'y a pas beaucoup de profondeur et de liens qui se créent entre les personnes. Mais c'est quelque chose que je trouve assez positif, d'être capable de parler facilement à tout le monde, de montrer beaucoup d'enthousiasme pour les petites choses du quotidien. C'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en France en tout cas, et moi je suis plutôt du côté introverti même, donc je trouve que c'est quelque chose de positif. Et j'ai l'impression aussi que, alors c'est une impression, hein, encore une fois, j'imagine des choses, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, qu'on apprend aux gens à parler en public principalement, alors à l'école, etc. Pareil, dans les séries, on voit beaucoup d'enfants qui doivent faire des exposés, des présentations devant la classe, etc. Et donc à parler en public. En France, on écrit beaucoup. À l'école, on écrit, on fait des exposés, des présentations de temps en temps, mais être capable de bien se présenter à l'oral, de bien parler en public, c'est pas une compétence qu'on apprend dès le plus jeune âge. Et ça, je trouve que j'imagine en tout cas que c'est enseigné aux États-Unis et que c'est assez positif. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un vrai contraste entre les personnalités françaises et les personnalités américaines. Ce n'est pas la même chose du tout. En général, je dirais que les Américains sont plus ouverts au début et les Français sont plus réservés, mais ce n'est pas une mauvaise chose car dès que tu les connais un peu, les Français sont sympas et chaleureux. C'est juste que ça prend un peu plus de temps, mais oui, je trouve le style américain plus accueillant au premier abord. Pour une histoire personnelle, quand je suis arrivée en France comme assistante d'anglais dans quelques écoles primaires, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que la communication était un sens unique où presque le prof parlait aux élèves, leur disait quoi écrire, quoi dire, quoi faire, mais ne semblait pas vouloir créer un échange avec les enfants. Je n'ai pas vu beaucoup de présentations orales non plus, et aux États-Unis, on fait beaucoup d'exercices et projets que l'on doit présenter devant tout le monde, devant toute la classe. Donc, on y est habitué tôt, même si c'est difficile au début. Et j'ai suivi un cours d'introduction au droit au lycée et on a fait une simulation au procès. Par exemple, j'avais aussi un cours de prise de parole en public à l'université. Et donc oui, je dirais qu'il y a un focus aux États-Unis sur l'expression orale depuis un jeune âge. Et si vous avez envie de savoir parler correctement à l'oral et sans stress en français, alors je vous recommande la plateforme Lingoda. Sur Lingoda, contrairement au système scolaire français, vous allez avoir des profs natifs ou de niveau natif qui vont vous encourager à parler. Comment ça se passe ? Vous pouvez tout simplement aller sur la plateforme Lingoda, choisir le thème de la leçon que vous voulez faire et sélectionner le jour et l'heure qui vous convient. Pendant le cours, vous serez avec 5 autres élèves maximum, ce qui fait que le ou la prof aura bien le temps de vous faire parler et de vous corriger. Et après le cours, vous pouvez même revoir le matériel de la leçon et faire les exercices correspondants.
Lingoda, c'est aussi une plateforme géniale si vous avez envie d'apprendre une langue très vite. Comment? Grâce au Lingoda Sprint Challenge. Le principe, c'est que vous allez participer à toutes les leçons que vous avez prévues et en échange recevoir du cashback ou des leçons gratuites. Si vous participez à 30 leçons en 60 jours, vous pouvez récupérer 50% de cashback ou 30 crédits à utiliser sur Lingoda. Et si vous participez à 60 leçons en 60 jours, non seulement vous allez faire d'énormes progrès, mais vous pouvez aussi récupérer 50% de cashback ou 60 crédits à utiliser sur Lingoda. Lingoda, c'est tout simplement une plateforme vraiment sérieuse qui va vous donner les moyens de progresser rapidement en français. Je vous laisse consulter les conditions de participation en cliquant sur le lien en description et d'ailleurs à votre inscription, vous pouvez utiliser le code SPRINTELISA20 pour 25 $ de réduction à votre inscription. D'ailleurs, peut-être que vous êtes français et que vous regardez cette vidéo et que vous aussi vous trouvez qu'on ne vous a pas assez appris à parler en public à l'école, vous pouvez quand même utiliser Lingoda puisque sur la plateforme vous trouverez des cours d'espagnol, d'allemand, de français et d'anglais pratiques pour votre prochain voyage aux États-Unis. Et enfin, le troisième stéréotype, qui n'est pas vraiment un stéréotype, c'est plus quelque chose... un avis, une opinion. Je pense que la culture du divertissement aux États-Unis, elle est exceptionnelle. Il y a vraiment une production artistique à un certain niveau. C'est vraiment une industrie, mais en tout cas, c'est incroyable de pouvoir mettre autant d'argent dans l'industrie du cinéma, de la musique, du spectacle, etc. Enfin, je pense à Hollywood ou à Las Vegas où il y a des shows toute l'année, à Broadway, même les écoles comme Juilliard, etc. C'est vraiment à une échelle démesurée par rapport à la France, en tout cas à ce que je connais moi. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir créer autant de choses et de mettre autant de moyens dans... C'est un mix, on va dire, de culture et de divertissement, le cinéma, mais ça fait du bien en tout cas. Oui, c'est vrai que les États-Unis ont la plus vieille industrie du cinéma dans le monde et la plus importante aussi en termes de revenus financiers. Donc, il y a toujours de nouveaux films, de nouveaux spectacles. Et quelque chose qui me manque en France, ce sont tous les spectacles et comédies musicales de Broadway à New York. J'avais la chance d'en voir souvent quand j'habitais à New York et ça me manque. Et je pense que ce n'est pas par hasard que beaucoup d'expressions liées au spectacle sont en anglais, comme « It's showtime »,« The show must go on », etc. Alors, ensuite, les stéréotypes négatifs. Donc des stéréotypes négatifs, j'en ai plusieurs et ça a été un petit peu compliqué de réussir à me limiter. Donc j'en ai choisi 3 qui me paraissent être des points très négatifs. Alors, le premier, c'est par rapport aux armes. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment se sentir en sécurité en marchant dans la rue aux États-Unis, sachant que potentiellement n'importe qui a une arme dans son sac. C'est peut-être pas du tout la réalité, mais en tout cas c'est une possibilité que j'imagine et je me dis comment c'est possible que ça puisse exister. C'est vraiment quelque chose qui me paraît assez impensable et je pense même que si j'habitais aux États-Unis, j'aurais peur d'envoyer mes enfants à l'école, etc. Après, c'est toujours un point de vue qu'on a par rapport aux médias et par rapport aux informations qui sont sélectionnées et qui nous arrivent. Mais en tout cas, je pense que cette réalité-là, elle est très choquante de mon point de vue. Ça, c'est un sujet très sensible, donc je vais faire attention. Mais oui, il y a beaucoup d'armes à feu aux États-Unis. Le pays a été fondé sur le principe d'avoir une milice civile, car il n'y avait pas vraiment d'armée à l'époque. Mais le principe de base a été déformé petit à petit pour en faire une affaire de liberté individuelle. Et si le sujet vous intéresse, le YouTuber Johnny Harris a fait une vidéo que je trouve super intéressante. Mais ça, c'est sûr, c'est un gros sujet. Donc, pour faire simple,
Chaque État a une législation différente sur les armes à feu. Par exemple, dans le New Jersey, où j'ai grandi, ce n'était pas légal et ce n'est pas légal de se promener avec une arme sur soi si elle est visible. Ce n'est pas légal. Mais la majorité des États sont beaucoup plus souples et les gens peuvent porter une arme en public, même à la vue de tout le monde. Et en fait, ça me choque, 45 États sur 50 le permettent. Et dans beaucoup d'États, il n'y a même pas besoin d'avoir un permis de port d'armes. C'est choquant pour moi quand je rentre en Floride maintenant pour voir ma famille et quand je vois les panneaux devant le supermarché qui sont des propriétés privées, je dis ça, indiquant que les armes sont interdites à l'intérieur parce que dans New Jersey, maintenant en France, ce n'est pas normal ou légal d'avoir une arme sur toi. Le troisième point négatif ou stéréotype que j'ai sur les États-Unis, c'est que le système financier ou la gestion personnelle de l'argent des personnes est très compliquée. Je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais en tout cas, j'arrive pas vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir autant de cartes de crédit qu'on veut et ça me paraît complètement irréaliste. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. En France, en général, on a une carte de crédit, peut-être deux si on a acheté une maison par exemple et qu'on a un crédit dans une deuxième banque, mais en tout cas c'est rare que les gens aient plus de deux cartes de crédit. Moi par exemple j'en ai une pour l'entreprise French Mornings et une personnelle et c'est tout. Et j'ai déjà vu, je pense par exemple à la série Big Bang Theory où Penny, la voisine, qui est une actrice qui a du mal à finir ses fins de mois, donc qui est dans une situation financière un peu compliquée, a je ne sais pas combien de cartes de crédit. Et quand on voit ces scènes d'un point de vue français, en tout cas, c'est pas clair du tout. On se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, aux États-Unis, la plupart des gens ont une carte de débit, ce qu'on appelle souvent une carte bleue ou une carte bancaire en France. Ces cartes sont liées à un compte bancaire et on peut payer ou retirer de l'argent à un distributeur. Mais aux États-Unis, il y a une autre option. Il y a aussi beaucoup de cartes de crédit avec des lignes de crédit et avec lesquelles on peut gagner des points, gagner des miles, des récompenses et les choses comme ça. Et on paie le solde à la fin du mois. Elles servent aussi à faire des crédits pour des plus gros achats ou des travaux chez vous, les choses comme ça. Et c'est donc différent d'une carte bancaire comme on l'entend en France en général. Donc, c'est un produit différent. Les cartes de crédit existent en France, mais elles ne sont pas trop répandues par rapport aux États-Unis. Pour les cartes de crédit américaines, si on ne paie pas tout ce qu'on doit à la fin du mois, alors les intérêts augmentent. En France, il n'y a pas de credit score comme aux États-Unis et donc je comprends pourquoi les systèmes américains peuvent être déroutants pour les Français. C'est compliqué, hein? Et enfin, le troisième stéréotype sur les États-Unis, c'est le système médical qui me fait vraiment peur. Et c'est même, je pense que ça pourrait être une des raisons pour lesquelles je ne partirai potentiellement pas en voyage aux États-Unis ou je n'irai pas visiter les États-Unis parce que j'ai très peur que s'il m'arrive quelque chose, par exemple que je doive aller chez le dentiste pour une urgence ou bien que je me casse le bras en tombant, n'importe quoi, que la facture soit complètement démesurée. En France, en tout cas, les frais médicaux sont remboursés quasiment à 100% la plupart du temps. Et c'est quelque chose aux États-Unis qui me paraît complètement, encore une fois, surréaliste de devoir s'endetter de 100 000, enfin je sais pas les montants. Des fois, on entend plein de montants différents. Donc s'endetter pour pouvoir se soigner, pour ne pas mourir, juste, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Là aussi, c'est un très vaste sujet. Pour faire court, beaucoup d'Américains ont une assurance, comme une mutuelle,
qui est lié à leur employeur. Et donc, ça fait très peur de perdre son travail quand, dans beaucoup de cas, on perd aussi son assurance. Et sans assurance, les soins sont très, très chers. Et très souvent, à la différence du système en France, aux États-Unis, on ne sait pas à l'avance combien un examen médical va coûter, par exemple. Et donc, c'est très anxiogène pour les gens. Quand je vais aux États-Unis maintenant, même si je suis américaine, je suis citoyenne américaine, j'achète une assurance exprès pour me couvrir en cas d'urgence. Mais je vis en France maintenant et je n'ai pas une couverture santé automatique aux États-Unis quand je visite. Et ça ne marche pas comme ça, même si je suis citoyenne. Et quoi d'autre? Même si les Américains ont de bonnes assurances, ils doivent parfois payer des grosses sommes pour une chirurgie ou un accouchement. J'ai une amie, elle a payé 10 000 euros, 10 000 dollars pour un accouchement avec une assurance, une bonne assurance. Car il y a plein de contrats différents, avec des couvertures différentes, des franchises, des obligations d'aller dans des établissements affiliés pour être remboursé, etc. C'est très compliqué et le système a vraiment besoin d'être amélioré. Pour moi, personnellement, je pense que la santé est un droit humain et ne devrait pas dépendre du fait de travailler pour un bon employeur qui peut offrir des contrats avec des bonnes couvertures. C'est un droit humain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF gratuit de la vidéo avec le vocabulaire, les expressions et un quiz de compréhension. Et je vous dis à très bientôt.